Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de Je veux me former pour évoluer. Donc le but de ce webinaire, ça va vraiment être voilà, d'évoquer un peu le conseil en évolution professionnelle, les différents dispositifs de financement qui peuvent exister et comment est-ce que vous, en tant que salarié, vous allez pouvoir vous y prendre et surtout, voilà, qui va pouvoir vous aider à choisir tel ou tel dispositif, etc. Donc simplement, voilà, quelques consignes avant de démarrer ce webinaire, c'est pour éviter les soucis de connexion. Donc je vais juste vous demander donc tous de couper vos caméras et vos micros et de poser, si vous avez des questions via le chat, et on reprendra tout ça en fin de webinaire. Du coup, voilà, si vous avez des questions plus personnelles ou plus spécifiques, n'hésitez pas à les mettre et on les reprendra à la fin de la présentation. Alors, pour commencer, on va partir déjà sur la formation. Donc, concrètement, c'est souvent les questions qu'on va se poser. C'est effectivement, je voudrais me former, je suis salarié, par exemple, d'une entreprise, mais voilà, les questions souvent qu'on se pose, c'est combien ça va me coûter et que va être mon salaire, du coup, pendant la formation. Donc, concrètement, on a 3 réflexes formation qui vont exister. On a d'un côté le compte formation, c'est-à-dire le compte personnel de formation, le CPF. Donc, normalement, en tant que travailleur salarié, vous avez tous un compte personnel de formation. Donc, si vraiment ça ne vous dit rien, je vous invite vraiment à créer ce compte-là. Parce qu'en fait, vous allez cotiser du coup de l'argent sur ce compte pour pouvoir financer certaines formations ou certaines habilitations. Mais ça, on reviendra en détail dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le premier réflexe pour ce qui va être question de financement. En deuxième réflexe formation, on a justement le service conseil en évolution professionnelle. Donc encore une fois, je reviendrai vraiment en détail dessus. Et le troisième réflexe, c'est transition pro. Donc transition pro qui remplace maintenant le fonds GESIF. Donc normalement, je pense que vous connaissez plus le fonds GESIF peut-être que Transition Pro, c'est simplement le nouveau nom. Donc au niveau du compte personnel de formation, donc c'est vraiment voilà ce que je vous expliquais, c'est le compte où vous cotisez du coup de l'argent pour pouvoir vous financer des formations. Donc vous allez pouvoir consulter et utiliser vos droits pour la formation. Donc le site pour pouvoir accéder sur ce compte personnel de formation, c'est moncompteformation.gouv. En gros, le compte personnel de formation, il va être alimenté à hauteur de 500 € par an pour un temps plein ou au prorata pour un temps partiel jusqu'à 5 000 €. Ça veut dire que concrètement, le plafond du CPF sera 5 000 €. Vous pourrez pas aller au-delà. Donc après, c'est pour ça que c'est bien aussi d'utiliser ce compte formation-là pour que vous puissiez toujours être alimenté à hauteur de 500 € par an. Parce qu'une fois qu'on atteint le plafond, bien évidemment, ça ne sera plus crédité sur votre compte. Donc, ce compte CPF, il va vous permettre donc d'acheter directement des formations professionnelles selon certains critères. Donc, il y a une petite note où il va falloir faire attention, c'est que peut-être que vous en avez entendu parler, mais avant, on parlait d'heures diff. Et ces heures diff, elles risquent d'être perdues si elles n'ont pas été mises à jour au plus tard le 30 juin 2021. Ça veut dire que quand vous vous connectez sur votre compte personnel de formation, si vous voyez que vous avez le montant et qu'en dessous vous avez marqué un certain nombre d'heures diff, il va falloir les mettre à jour manuellement. Donc voilà, normalement vous aurez juste à cliquer sur le montant que vous avez et on vous proposera de mettre à jour les heures manuellement, ce qui vous permettra d'alimenter plus votre compte personnel de formation. En fait, les heures, elles seront, si vous voulez, converties en euros. Donc ça, il faut vraiment le faire avant le 30 juin 2021. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, sinon c'est perdu. Et généralement, quand vous allez vouloir les remettre à jour manuellement, on va vous demander soit le dernier bulletin de salaire, donc celui de décembre 2014, ou alors le bulletin de salaire de janvier 2015. Normalement, c'est ici, quand on a travaillé avant 2015, que les heures diff doivent être inscrites. Donc, au niveau toujours du compte personnel de formation,
sont éligibles les formations suivantes. Donc, les formations certifiantes, donc toutes les formations qui vont vous apporter un diplôme, une qualification qui sont reconnues par l'État. On va pouvoir trouver des formations informatiques, des formations linguistiques, certains permis, je pense notamment au CACES par exemple. Ça, c'est des formations qui peuvent être, des permis qui peuvent être passés via le compte personnel de formation. On a tout ce qui va être validation des acquis et de l'expérience, donc la VAE. On va également pouvoir trouver des bilans de compétences, sachant que les bilans de compétences, généralement, se font hors temps de travail. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir les financer via le compte personnel de formation. Et les formations à la création, reprise d'entreprise. Donc, les personnes qui ont, par exemple, l'idée de vouloir créer leur entreprise ou en reprendre une, et qui n'ont pas forcément de base en gestion ou en management ou pour des choses comme ça, c'est possible de faire ce type de petite formation pour vraiment se perfectionner dans ce domaine-là et d'avoir toutes les connaissances qui vous serviront justement à la création, la reprise d'entreprise. Donc, au niveau du conseil en évolution professionnelle des salariés et indépendants. Donc déjà, pour revenir sur le côté histoire du conseil en évolution professionnelle, donc c'est à l'issue de la loi du 5 septembre 2018 qui va introduire le conseil en évolution professionnelle comme un vrai levier pour agir et choisir son avenir professionnel. Ce qui est important aussi, c'est le fait que ce soit un service qui soit gratuit et personnalisé pour vous conseiller et faire le point sur votre situation professionnelle. Donc c'est également un espace pour parler formation, compétences et certification professionnelle. C'est un temps d'écoute pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins. C'est aussi l'occasion d'aborder des sujets d'évolution et de reconversion professionnelle, mais aussi de création et de reprise d'entreprise. Donc on est vraiment, c'est toujours des entretiens qui sont personnalisés, donc qui sont vraiment en fonction de la demande. On va vraiment répondre en fonction de la demande. Donc, toujours au niveau du conseil d'évolution professionnelle, donc, on est plutôt considéré comme des experts de la transition professionnelle, c'est-à-dire qu'on a une expérience forte de l'accompagnement des transitions professionnelles et parmi nous, on a des experts de l'information, donc sur les qualifications, les formations, les métiers, les tendances du marché. Parce qu'il faut bien quand même savoir que quand on part sur une démarche de reconversion, le but, c'est quand même de retrouver rapidement un emploi à l'issue de la formation. Donc, dans l'idée, c'est bien d'avoir des connaissances sur justement les tendances du marché, l'employabilité sur tel ou tel projet de reconversion, etc. Donc, tout ça, c'est des questions auxquelles on va pouvoir répondre et voir avec vous. En tout cas, vous donner toutes les informations nécessaires à ce projet de reconversion. Donc, pour commencer au niveau des dispositifs, on va parler dans un premier temps du projet de transition professionnelle, qui est le dispositif PTP, qui a pour but la reconversion professionnelle. En sachant qu'on appelle ça effectivement le PTP maintenant, mais c'est l'équivalent du CIF à l'époque, donc du congé individuel de formation. Donc, au niveau des conditions d'accès à un dispositif PTP. Donc, ce dispositif-là, il est pour tous les salariés du secteur privé. Donc bien sûr, ça va être selon des conditions d'ancienneté en tant que salarié et dans l'entreprise. Concrètement, au niveau des conditions d'ancienneté, pour pouvoir être éligible à un dispositif PTP, il faut avoir en tout travaillé 24 mois. Donc peu importe le type de contrat et peu importe si c'est 24 mois successifs ou non, mais par contre, il faut avoir 12 mois dans l'entreprise actuelle. Donc en tout, voilà, il faut compter 24 mois, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Ça, c'est vraiment les critères d'éligibilité à ce dispositif-là. Donc ça va être donc pour les personnes qui souhaitent engager un projet de reconversion qui va nécessiter la mise en œuvre d'un parcours de formation qui se déroulera en tout ou en partie sur votre temps de travail. Et l'action de formation visée, c'est comme le CPF, doit être certifiante ou attester de la validation de blocs de compétences d'une certification. Donc ça, c'est vraiment important en termes de conditions d'accès. Il faut vraiment que la formation vous délivre un diplôme, une qualification. Elle doit être inscrite à ce qu'on appelle le RNCP,
donc le répertoire national des certifications professionnelles, et vous devez donc avoir 24 mois d'ancienneté, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. On a aussi le côté du choix de la formation et de l'organisme de formation, puisque le but, ça va être aussi de comparer l'offre de formation. On sait très bien qu'on peut choisir une formation, par exemple, si je prends une formation de peintre en bâtiment, on va pouvoir trouver différents organismes de formation qui vont proposer la même formation. Donc le but, ça va être aussi de faire un choix de l'organisme. Ça veut dire que la formation, elle doit vous apporter une certification reconnue par l'État ou l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences de cette certification. Et surtout, la formation, elle doit être éligible au compte personnel de formation. Ça veut dire que des fois, plusieurs organismes peuvent proposer la même formation, mais certains établissements ou certaines formations ne seront pas éligibles au CPF. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument aussi que la formation, elle puisse être éligible au CPF et que vous la retrouviez dans le moteur de recherche de votre compte formation. Donc pour les personnes qui sont en CDD, par exemple, votre formation, elle doit débuter au plus tard 6 mois après la fin de votre contrat. Donc au niveau du choix de l'organisme de formation, donc votre organisme de formation, il doit bénéficier d'un numéro de déclaration d'activité actif et répondre aux exigences du décret qualité. Et il vous appartient de choisir un organisme qui satisfasse vos attentes. Et il doit également vous offrir un bilan de positionnement gratuit. Pour le bilan de positionnement, je vais prendre un exemple. Si on part sur l'AFPA, par exemple, si vous choisissez de passer une formation avec l'AFPA, vous allez devoir passer en gros un bilan de positionnement. Donc, c'est des tests de positionnement, c'est des petits tests de logique pour voir si effectivement vous avez les connaissances ou les capacités pour pouvoir en amont réussir cette formation, pour pouvoir y entrer. Et ça, c'est gratuit, c'est des tests qui sont à passer de toute façon pour être positionné sur une formation. En tant que salarié, bien évidemment, si on part du principe que la formation, comme on l'a vu tout à l'heure, elle va être tout ou en partie sur votre temps de travail, il va falloir demander une autorisation d'absence à votre employeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important. Concrètement, si la formation que vous avez ciblée, elle dure moins de 6 mois, au plus tard, 2 mois avant la date d'entrée en formation, vous devez envoyer une demande d'autorisation d'absence à votre employeur. Plus de 6 mois, c'est 4 mois avant minimum la date d'entrée en formation. Donc ça, c'est très important, c'est vraiment les délais administratifs à respecter, puisque concrètement, votre employeur, lui, il a 30 jours pour vous répondre. Au-delà des 30 jours, s'il ne vous a pas répondu, la demande est automatiquement acceptée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. C'est pour ça que je recommande souvent aux bénéficiaires d'envoyer la demande d'autorisation d'absence en recommandé avec accusé réception. Comme ça, à partir du moment où vous recevez l'accusé, vous comptez du coup 30 jours et si effectivement vous n'avez pas eu de réponse, la demande est considérée comme acceptée. Au niveau des réponses de l'employeur, donc dans les 30 jours, il doit vous répondre soit par un accord, soit par un refus. Donc concrètement, si l'employeur est d'accord, vous partez en formation, vous êtes toujours sous contrat. Une fois que la formation elle est terminée, vous reprenez votre poste. Il n'y a pas de rupture de contrat, le temps que vous puissiez du coup trouver un emploi à l'issue de la formation. Le refus, alors en soi, votre employeur il a le droit de refuser votre demande d'autorisation d'absence, mais par contre il doit justifier pourquoi. Des fois, suivant certaines entreprises, il y a des quotas. S'il y a déjà peut-être 2 ou 3 personnes qui bénéficient d'un dispositif comme ça, voilà, ça peut être limité à 2-3 personnes. Mais par contre, l'employeur doit justifier. Donc généralement, on parle plus d'un report, c'est-à-dire que si votre employeur refuse votre demande d'autorisation d'absence, en fait, le projet va être repoussé de 9 mois. Ça veut dire que 9 mois après, vous allez pouvoir refaire une demande d'autorisation d'absence pour pouvoir entrer en formation. Donc voilà, c'est juste un décalage. Il faut avoir en tête que s'il y a un refus, le projet est décalé de 9 mois. Au niveau des conditions de prise en charge, justement par rapport au salaire, comme je vous ai dit juste avant, vous êtes toujours sous contrat. Vous partez en formation, mais vous êtes toujours sous contrat.
Ça veut dire que concrètement, au niveau de votre salaire, vous avez 100% de votre revenu net pour les salaires qui sont inférieurs à 2 fois le SMIC. Le coût de la formation dans une limite fixée par chaque association Transition Pro régionalement. Il me semble que pour la région Bourgogne-Franche-Comté, on doit être à 21 500 € le coût de la formation, toutes taxes comprises. Au niveau des frais annexes, transport, repas, hébergement, ça va être dans la limite en fait d'un forfait journalier et d'un barème kilométrique. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, si par exemple vous n'avez pas de formation proche de chez vous, on va dire, vous pourrez bien sûr trouver une formation qui soit même dans une autre région et avoir justement ces indemnités. Donc le dossier PTP, donc les étapes qu'il va falloir réaliser, c'est créer votre espace personnel sur le site de Transition Pro de votre région. Donc là, en l'occurrence, nous, ce serait Transition Pro-BFC pour Bourgogne-Franche-Comté. On engage un dossier PTP et le dépôt du dossier doit être vraiment finalisé et déposé au minimum 3 mois avant la date d'entrée en formation. Donc c'est vraiment le côté administratif qu'il faut respecter les délais. On est sur 4 mois avant, on va dire, pour une demande d'autorisation d'absence et 3 mois minimum avant le dépôt du dossier pour un passage en commission. En sachant que généralement, il y a à peu près une commission par mois au niveau de Transition Pro. Donc, quel va être là notre rôle en tant que conseiller en évolution professionnelle par rapport à tout ce dossier-là? Donc, nous, notre rôle, ça va être surtout de vous informer sur les formations, les qualifications, le marché de l'emploi, les métiers, pour vraiment choisir votre projet de transition professionnelle, qui serait effectivement le plus adapté à votre parcours, à l'employabilité, etc. On va être aussi dans l'identification des acteurs, des services et des prestations qui seraient utiles à votre projet de transition professionnelle. Est-ce que du coup, ce serait bien de partir dans un premier temps sur un bilan de compétences? Est-ce qu'on partirait plutôt, dans votre cas, sur une VAE parce que vous avez déjà de l'expérience dans le domaine, etc. On est vraiment là pour vous orienter au mieux et aussi pour vous appuyer dans la préparation de votre dossier PTP. Donc c'est là où vraiment on va être dans la recherche des solutions financières pour la couverture totale du coût de votre projet de transition professionnelle ou pour réduire au maximum en tout cas le reste à votre charge. Et notre rôle principal aussi va être de vous accompagner dans la rédaction de votre projet, quelle que soit votre aisance de la maîtrise de l'écrit, de la langue française ou de l'utilisation de l'informatique. C'est-à-dire qu'on vous aidera vraiment dans la complétude du dossier que vous allez pouvoir déposer pour un passage en commission et puis pour cette demande du coup de financement. Donc là, on a vu le premier dispositif qui est entre guillemets le plus sécuritaire, dans le sens où vous restez sous contrat, vous faites la formation est terminée, vous reprenez votre poste, et voilà, vous recherchez après du travail issu de la formation, donc il y a quand même vraiment ce côté sécurité d'emploi. Le deuxième dispositif qui existe, c'est le dispositif démissionnaire. Donc là, on est vraiment surtout pour les personnes qui soit ne sont plus très bien dans leur boîte actuelle, qui ont vraiment envie de démissionner de leur poste. Pour des personnes, par exemple, qui ont tenté de négocier une rupture conventionnelle pour partir de l'entreprise qui n'a pas été acceptée. Donc, le dispositif démissionnaire, ça peut vraiment être une bonne alternative à justement cette rupture conventionnelle. Donc, en fait, ce dispositif démissionnaire, il va vous permettre, selon certaines conditions, de démissionner et de tout de suite percevoir les allocations de retour à l'emploi de Pôle emploi sans délai de carence. Donc, contrairement à une démission, on va dire classique, si vous quittez votre poste, vous aurez droit à rien, en tout cas, du côté de Pôle emploi pendant les premiers mois. Par contre, de partir sur un dispositif comme ça, une fois que vous avez démissionné, vous touchez directement les allocations de retour à l'emploi sans délai de carence. Et pour concrétiser votre projet de reconversion ou de création de reprise d'entreprise. Donc pour quelqu'un qui a soit un projet de formation ou un projet de création de reprise d'entreprise, le dispositif démissionnaire peut être adapté aussi pour ces projets-là.
On ne sera pas sur un PTP, par exemple, pour un projet de création de reprise d'entreprise. Là, pour vraiment tout ce qui va être création ou reprise, on est vraiment uniquement sur ce dispositif démissionnaire. Donc, le dispositif démissionnaire, c'est pour qui? Donc, en fait, c'est pour les salariés en CDI du secteur privé qui justifient une activité professionnelle de 5 ans au cours des 60 derniers mois, soit des 5 dernières années, à la date de leur démission sans interruption. Donc, il faut vraiment avoir totalisé 5 ans sur les 5 dernières années sans trou. Concrètement, il ne faut absolument pas qu'il y ait une rupture de contrat entre, parce que ça peut gêner du coup du côté de Pôle emploi pour l'éligibilité et pouvoir percevoir les allocations de retour à l'emploi. Ça, c'est vraiment important de totaliser vraiment les 5 ans pleins. Donc, au niveau du dispositif démissionnaire, comment est-ce que ça se passe? En fait, le dispositif démissionnaire, il va se baser sur 4 étapes. Donc, la première, ça va être justement de vérifier si vous remplissez bien les conditions d'éligibilité. Donc, ce sera sur le site démissionreconversion.gouv. Donc, vous aurez juste sur Google à taper démissionreconversion.gouv et vous allez voir tout de suite sur la page d'accueil du site, vérifier votre éligibilité à droite. Donc, vous pourrez cliquer dessus et vous tomberez du coup sur un simulateur Pôle emploi où vous allez devoir rentrer vos expériences, vos contrats, etc. pour voir si, dans un premier temps, vous totalisez bien les 5 ans d'activité salariée. La deuxième étape, ça va être du coup de prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle parce que nous, on va avoir justement ce rôle de vous accompagner dans la complétude du dossier démissionnaire, mais aussi c'est nous, en fait, en tant que conseiller en évolution professionnelle, qui allons valider le projet pour le faire passer en commission. Donc c'est vraiment de toute façon un passage qui va être obligatoire. Donc le but, ça va être de faire valider voilà, le caractère réel et sérieux du projet par l'association Transition Pro de sa région. Et vous pourrez, à l'issue de la commission, si effectivement Transition Pro atteste que votre projet a un caractère réel et sérieux, à ce moment-là, vous pourrez du coup contacter Pôle emploi et vous inscrire en tant que demandeur d'emploi. Donc il n'y a que au moment où vous allez avoir la notification de Transition Pro qui va valider votre projet que vous pourrez démissionner, mais pas avant. Dans l'idée, il ne faut pas avoir démissionné avant la décision de Transition Pro. Parce qu'après, il faut aussi prendre en compte votre préavis, etc. Donc voilà, une fois la décision, vous pouvez démissionner et vous inscrire en tant que demandeur d'emploi. Attention par contre, parce que vous saurez si vos allocations de retour à l'emploi seront assurées seulement au moment de votre inscription au Pôle emploi. Et ce n'est qu'à ce moment que vous connaîtrez le montant exact. Donc concrètement, vous pourrez taper sur Google simulateur ARE Pôle emploi. Vous pourrez tomber déjà sur un simulateur pour voir un petit peu combien vous auriez le droit en termes d'allocation de retour à l'emploi et de voir si effectivement ça vous paraît jouable ou pas, en sachant qu'on n'est que sur des estimations et c'est vraiment que au moment où vous serez inscrit du côté de Pôle emploi que vraiment vous aurez le montant exact. Sachant que ça, il faut vraiment faire attention à ça, parce que peut-être que le simulateur vous donnera un prix, enfin on va vous dire un tarif au niveau des ARE et que ce sera peut-être pas le même une fois que vous serez inscrit à Pôle emploi. Là, pour le coup, on est vraiment sur du cas par cas. Donc là, pareil, comment est-ce que, en tant que conseiller en évolution professionnelle, on va pouvoir vous aider? Donc, encore une fois, on va pouvoir vous informer de vos droits et des dispositifs de financement alternatifs avant de recourir au dispositif d'émission reconversion. Le but, vraiment, ça va être ensemble qu'on puisse identifier la meilleure stratégie. Il faut savoir que c'est quand même, voilà, contrairement à un PTP qui donne cette sécurité, il faut quand même être bien au clair que le dispositif démissionnaire implique une démission et une inscription à Pôle emploi. Donc là, on n'est quand même plus vraiment dans la sécurité. Voilà, on est plus dans un risque. On est plus dans un risque à prendre et il faut être conscient des risques que la démission peut engendrer. Donc si on peut trouver d'autres dispositifs avant de partir sur le démissionnaire, c'est ce qu'il faudra qu'on voit ensemble. On va aussi pouvoir vous informer des formations, des certifications, des conditions de travail et d'intenance du marché de l'emploi et du métier visé.
Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va pouvoir mettre également à votre disposition les moyens et outils pour vous projeter dans la situation visée et évaluer les bénéfices et les risques. Justement, qu'une démission peut engendrer, que ce soit au niveau d'une perte de salaire ou des choses comme ça, peut-être les difficultés à retrouver quelque chose, puisqu'après, il faut que la formation soit prise en charge par Pôle emploi, par le conseil régional. Donc voilà, il y a toujours pas mal de paramètres à prendre en compte. On va également vous permettre de vérifier avec vous les conditions d'accès au dispositif de démission reconversion, vous appuyer dans les démarches et la préparation de votre dossier, rechercher des solutions de financement pour mettre en œuvre votre projet de formation ou de création reprise d'entreprise après la démission. Tout au long de la démarche, on va vraiment être là pour vous informer, vous guider et vous appuyer. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme c'est le conseiller en évolution professionnelle qui va valider votre projet d'émission reconversion, forcément, on atteste de cet accompagnement dans le dossier présenté à la commission Transition Pro. Donc, le dispositif démissionnaire, quand vous allez par exemple sur le site d'émission reconversion, au niveau des différentes étapes, l'étape 3, en fait, vous pourrez télécharger les différents formulaires du dispositif d'émission reconversion. On a un formulaire PDF pour un projet de formation et on a un formulaire PDF pour un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc on est bien sur deux fichiers qui vont être différents. On est sur des fichiers qui font une quinzaine de pages. Donc justement, c'est beaucoup de rédaction, il y aura beaucoup de choses à mettre en place. Notamment, je pense à la création d'entreprise. Quelqu'un qui veut effectivement mobiliser le dispositif démissionnaire pour un projet de création d'entreprise, il devra, pour accompagner tout ce dossier d'émission reconversion, réaliser du coup une étude de marché, donc accompagné par un professionnel qui peut être la Chambre des commerces d'industrie, la BGE, la Chambre des métiers et de l'artisanat, pour voir aussi si le projet est viable. Donc, concrètement, quand on se lance sur un projet de création d'entreprise, c'est bien de faire une étude de marché au préalable pour voir si déjà le projet est viable, voir au niveau de la concurrence, voir au niveau de la zone de chalandise, etc. Tout ça, c'est vraiment des documents, on va vous accompagner aussi. En tout cas, on va pouvoir vous diriger vers les organismes compétents. Tout comme une reprise d'entreprise, du coup, où là, le document qui sera obligatoire avec le dossier d'émission reconversion, ce sera un prévisionnel financier qui sera fait par un expert comptable. Donc ça, voilà, c'est pour ça, c'est toujours des documents, des choses que vous devrez faire à côté, c'est des choses à prendre en compte pour compléter tout le dossier, pour avoir l'ensemble des documents. Ensuite, là, on a vu vraiment tout le côté salarié, donc tout le côté salarié de droit privé, donc peu importe que ce soit CDD, CDI, etc. Mais au niveau des indépendants, comment les indépendants peuvent se faire financer des formations. Donc au niveau des travailleurs indépendants ou non salariés, on a les travailleurs indépendants, les membres d'une profession libérale ou non salariée et leurs conjoints collaborateurs. On a les artistes-auteurs, les employeurs de moins de 11 salariés dans le secteur de la pêche maritime et de la culture marine, et les travailleurs indépendants de ces secteurs, mais aussi les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles. Donc là, comme ces personnes-là occupent un emploi non salarié, on a d'autres dispositifs que le dispositif PTP et le dispositif démissionnaire. Donc en fait, quand vous êtes justement non salarié, vous versez une contribution annuellement à votre collecteur. Donc c'est ce qu'on appelle la contribution à la formation professionnelle. En fait, elle vous permet de bénéficier d'un financement total ou partiel de vos projets de formation dans le cadre du CPF ou dans le cadre d'une aide financière octroyée par votre fonds d'assurance formation, le FAF. Donc ça veut dire que ça, tout travailleur indépendant non salarié cotise annuellement à un collecteur. Donc pour plus d'informations à ce sujet, si ça vous intéresse, vous avez le lien en dessous. Donc ce sera sur servicepublic.fr, professionnel entreprise, vos droits. Parce qu'en fait, suivant le secteur où vous êtes,
le FAF sera différent, le fonds d'assurance formation sera différent. Donc là, concrètement, là, vous avez la liste des financeurs vers lesquels se tourner. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est en profession libérale. Donc, ça veut dire que là, le fonds d'assurance formation sera le fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, donc le FIFPL. Pour quelqu'un qui va être d'une profession libérale médicale, là, on sera sur le fonds d'assurance formation de la profession médicale, donc le FAFPM. Pour les personnes qui sont commerçants et dirigeants non salariés du commerce, de l'industrie et des services, on sera sur l'AGFIS, Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise. Pour les personnes qui sont artisans, chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et auto-entrepreneurs artisans, là, on sera sur le FAFCEA, donc le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanales. Pour les exploitants agricoles et chefs d'exploitation forestière, on a le VIVEA, le Fonds d'assurance formation des entrepreneurs du vivant. Pour les artistes-auteurs, on a l'AFDAS, le Fonds d'assurance formation à l'opérateur de compétences. Et pour les professionnels de la pêche, on a le Fonds d'assurance formation à l'opérateur de compétences, l'OCAPIA. Donc voilà, là, il faut vraiment être au clair. Chaque type de profession, chaque secteur est associé à un fonds d'assurance formation, à un FAF particulier. Donc l'idéal, c'est vraiment de savoir de quel FAF on dépend pour pouvoir voir avec eux sur tout ce qui va être financement de formation. Donc là, un petit mot aussi sur le dispositif CLEA, qui est un certificat qui est le socle de connaissances et compétences professionnelles. Donc le but de ce certificat-là, c'est vraiment de mettre en avant vos compétences. Donc en fait, CLEA, c'est la reconnaissance de 7 champs de compétences utiles, du coup, dans la plupart des situations professionnelles. Donc si on reprend en détail, les 7 champs de compétences, on a donc la communication en français, l'utilisation des règles de base en calcul, l'utilisation de l'informatique et du numérique, l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe, l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie et la maîtrise des gestes et postures de l'hygiène et de la sécurité. Donc là, le but, c'est vraiment de faire ressortir ces compétences-là, de les mettre en valeur pour avoir une certification. Donc, au niveau des étapes du parcours pour le dispositif CLEA, la première étape, c'est de trouver un conseiller depuis le site certificat-clea.fr contact, de rencontrer un conseiller, trouver vos points forts pour pouvoir renforcer vos compétences et obtenir ce certificat CLEA. Donc, c'est toujours un plus de pouvoir renforcer ses compétences avec un certificat, une attestation. Donc, encore une fois, comment, en tant que conseiller en évolution professionnelle, on va pouvoir vous aider. Donc, on va pouvoir, dans un premier temps, vous informer des étapes et des organismes évaluateurs de CLEA près de chez vous. On va également voir avec vous, comme les autres dispositifs, la recherche des solutions de financement avec ou sans votre employeur, donc compte personnel de formation, le CPF qu'on a vu tout à l'heure, ou la promotion par l'alternance, le dispositif Pro-A. Et on va également vous appuyer dans la mobilisation d'un financement et de la recherche pour réduire au maximum le reste à votre charge. Encore une fois, le but, ça va être ça. Et à chaque étape, on va s'adapter à votre situation, donc maîtrise de la langue française, maîtrise des outils numériques, situation de handicap. Je reviens par rapport à ça. Ce qui est important, c'est le côté avec ou sans votre employeur en termes de financement. On est bien d'accord que par rapport au compte personnel de formation, on en a parlé tout à l'heure, le compte personnel de formation, c'est vraiment votre compte personnel, hein, c'est bien dit dessus. Donc ça veut dire que là, si vous voulez vous financer une formation ou un bilan de compétences ou quelque chose, l'employeur n'a pas à être au courant. C'est vraiment votre compte personnel de formation, donc c'est vraiment pour vous.
Donc, un petit mot également sur le conseil en évolution professionnelle pour revenir un petit peu dessus et sur ce que c'est aussi, pour rentrer plus dans le détail. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Le conseil en évolution professionnelle, c'est un processus d'appui à tous les salariés et indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle. Et le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit, confidentiel, neutre, accessible à tous et impartial. J'insiste aussi sur le fait que ce soit confidentiel. Par rapport à mon expérience, j'ai pas mal de bénéficiaires qui viennent me voir pour un dispositif de reconversion professionnelle, hein, qui sont salariés de droit privé et qui n'ont pas forcément envie, dans un premier temps, que l'employeur soit au courant de leur démarche. Donc là, ça c'est important aussi de le mettre en avant, c'est que sur le premier entretien qu'on va avoir avec le bénéficiaire, de toute façon, on est tenu au secret professionnel. Donc on va rester dans la confidentialité. Donc si de toute façon le bénéficiaire ne veut pas que l'employeur soit au courant, tant qu'il n'y a pas de démarches qui ont été amorcées, tant qu'on n'a pas envoyé le courrier de demande d'autorisation d'absence, justement, parce que là, c'est obligatoirement l'employeur sera au courant, tant que toutes ces démarches ne sont pas faites, tant qu'il n'y a pas de certitude, l'employeur n'est pas obligé d'être au courant. Voilà. C'est juste que des fois, c'est intéressant de pouvoir en parler, etc. La neutralité, toujours, et vraiment le côté gratuité. Donc, pour qui est le conseil en évolution professionnelle? Donc, c'est pour tous les salariés du secteur privé, quel que soit leur statut ou leur temps de travail, pour les indépendants qui ne sont pas accompagnés par un autre opérateur, personne souhaitant conserver l'opérateur régional lorsqu'il change de statut en cours d'accompagnement. Ça veut dire concrètement, si vous êtes déjà accompagné par un autre organisme, il va falloir du coup choisir. C'est soit après vous restez avec l'organisme qui vous accompagne déjà, soit vous décidez effectivement de changer d'opérateur. Donc le service du CEP, en soi, il va se réaliser en fait en 3 niveaux. On va avoir un service qui va commencer par un aiguillage, puis un accompagnement de 3 niveaux. Donc on va être sur une analyse partagée de la situation qui va permettre de faire un point sur la situation actuelle et de choisir les services qui seront utiles. Donc dans un premier temps, on est sur l'aiguillage. Donc ça va déjà être la première prise de contact, c'est-à-dire l'appel téléphonique pour pouvoir prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Le premier rendez-vous, c'est ce qu'on va appeler le niveau 1, donc le conseil personnalisé. Donc là, on est plus sur un état des lieux de la demande, c'est-à-dire sur, voilà, sur ce qui va, quelle est votre demande, sur quoi vous allez vous baser, etc. Et ensuite, on va vraiment partir, une fois que le dispositif sera ciblé, si vous décidez de partir sur un PTP ou sur un démissionnaire, on part sur l'accompagnement personnalisé, où là, on va vraiment être sur la complétude du dossier, sur vraiment l'accompagnement pour pouvoir déposer le dossier, la demande de financement auprès de Transition Pro et de demander un financement. Donc on peut être sur 2, 3 rendez-vous, etc. pour vraiment finaliser au maximum le dossier, qui soit le plus complet possible pour avoir plus de chances que celui-ci soit favorable par la commission. Donc pour prendre un rendez-vous, du coup le rendez-vous de la plateforme, ça va être par téléphone via le numéro unique non surtaxé du lundi au vendredi de 8 h à 19 h au 09 72 01 02 03. Donc là on est vraiment sur la plateforme pour pouvoir prendre rendez-vous. Ou alors vous pouvez également prendre un rendez-vous via notre site internet sur moncep.org. Il y a je m'informe et je prends rendez-vous. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Donc on va pouvoir passer aux questions si vous en avez.